le docteur Richard Prasquier, qui, au-delà de ses fonctions de cardiologue, s'est beaucoup investi dans les relations judéo-catholiques et judéo-polonaises et dans des organisations telles que la Fondation pour la mémoire de la Shoah, dont il a été le premier président de la commission Solidarité, le Comité français pour Yad Vashem, dont il a été plus de 10 ans le président, le Keren Hayesod et surtout le CRIF, dont il a été plusieurs fois président et aujourd'hui le président d'honneur. Nous accueillerons aussi Rüdiger Malo, qui est le représentant de la Clems conférence en Allemagne et qui a entre autres la tâche ardue de chaque année négocier avec le ministère des Finances allemand non seulement les programmes d'indemnisation pour toutes les victimes juives du nazisme au sens large, mais aussi pour les programmes pour les organisations sociales qui coordonnent l'aide disponible, dont plus de 80% visent à aider ces victimes juives du nazisme à rester à domicile malgré leur perte d'autonomie. Et on gardera un temps d'échange, si on peut, parce que je pense que sans doute vous aurez sans doute un certain nombre de questions. Enfin, nous aurons l'honneur d'entendre le président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, Pierre-François Weil, qui est aussi investi de très longue date sur ces questions qui nous ont occupés aujourd'hui, pas seulement par son histoire familiale, mais aussi antérieurement, lui aussi en tant que président du Comité français pour Yad Vashem, et aujourd'hui donc président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Donc peut-être, vous voulez parler devant ou comment vous voulez aller à la tribune ou ouais, Voilà. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs. Je pense que pour la 17e fois, je vais féliciter notre ami Bruno Alioua et toute son équipe. Non, c'était... C'est loin d'être un sujet facile. Et je me demandais comment on arriverait à faire une journée tout entière là-dessus. Mais je trouve que ça a été d'un niveau remarquable. Et de ce point de vue, je ne vois pas très bien ce que moi j'ai à ajouter, puisque pratiquement tout a été dit. Alors, que pourrais-je vous dire D'abord, c'est que ces survivants de la Shoah dont nous parlons aujourd'hui, dont nous avons vu la trajectoire tout au long de ces années, eh bien, ils étaient pratiquement inexistants sous le radar lorsque la guerre s'est achevée en 1945. Et on ne s'en rend même pas compte. Ils étaient fort peu nombreux. Les seuls dont on parlait, les seuls qu'on envisageait éventuellement, c'étaient les survivants des camps. Mais les survivants des camps en France, c'était tout au plus 2500 personnes, survivants juifs des camps, 2500 personnes, à comparer avec les environ 70 000 personnes, c'est-à-dire environ 50% des survivants déportés français, déportés en général pour faits de résistance et parfois pour des faits politiques. Donc 2500 personnes considérées comme ayant été déportées sans avoir rien fait pour être déportées, c'est-à-dire déportées un peu par hasard, les déportés raciaux, n'avaient pas beaucoup de poids devant la gloire que portaient avec eux les survivants résistants. Ce qui fait que finalement leurs souffrances ont été complètement ignorées et mises de côté, et ils n'ont pas participé aux définitions des survivants qui ont été faites dans les premières années de l'après-guerre, qui ont inclus d'abord les résistants, ensuite les survivants des camps déportés pour des raisons politiques. Et petit à petit, c'est à l'intérieur de cette définition de politique que les survivants dits raciaux ont pu obtenir un certain nombre d'indemnisations extrêmement modestes. Mais tout le monde a indiqué la volonté de beaucoup de survivants de
de mettre un certain silence sur leur passé pour des raisons de protection personnelle, mais il y a eu évidemment, et Simone Veil l'a dit de façon extrêmement claire après son retour, c'est qu'il était très difficile de parler parce que leurs paroles n'avaient pas de poids devant la parole des résistants. Et cette situation française s'est suivie d'un bouleversement alors de grande amplitude qui a porté sur les relations entre l'État d'Israël et l'Allemagne. Et en 1951, Adenauer, qui était le chancelier, en discussion avec le directeur général du Congrès juif mondial, a fait des propositions aux Israéliens pour enclencher un processus d'indemnisation des survivants des camps de déportation. Cela a entraîné en Israël une dramatique réaction avec un des débats qui reste encore dans l'histoire israélienne comme un des débats les plus tragiques qu'il y ait eu, véritablement un débat qui reste dans les mémoires de tous les Israéliens, enfin dans les mémoires ou dans les livres d'histoire des Israéliens, et notamment l'intervention de Begin, qui était le chef de l'opposition. Jamais nous n'allons recevoir de l'argent et nous allons recevoir de l'argent pour payer pour la souffrance et la mort de tous nos frères. Il faut remarquer qu'en 1951, lorsque Adenauer a fait ses propositions, j'ai regardé, il y avait eu un sondage à l'époque, on commençait à en faire, qui montrait qu'environ 5% des Allemands se sentaient une quelconque responsabilité vis-à-vis des Juifs. Donc lui aussi a dû avoir lutter contre les contestations à l'intérieur de son pays, mais évidemment en 1951, l'Allemagne n'était pas tout à fait ce qu'elle est devenue plus tard, et il a pu passer outre à ces oppositions, mais pour vous indiquer que le sentiment de culpabilité n'est pas quelque chose qui vient tout à fait naturellement. En 1952, malgré toutes les oppositions à la Knesset, l'indemnisation des survivants a été adoptée par les Israéliens et a commencé ce processus qui, petit à petit, a abouti, comme vous le savez, au fur et à mesure que les années ont passé, au rétablissement des relations entre Israël et l'Allemagne, et ensuite à une évolution que très très peu de gens auraient pu imaginer dans les années immédiates de l'après-guerre. Ces indemnisations payées par l'Allemagne ont abouti à une indemnisation de l'État d'Israël en tant que lieu où sont venus s'installer une grande partie des survivants, et une indemnisation individuelle d'un certain nombre de survivants, qu'ils soient en Israël ou qu'ils soient dans d'autres pays. C'était bienvenu pour l'État d'Israël qui, à cette époque, était dans une situation économique difficile. Et c'était la première reconnaissance, c'était ce qu'on appelait la Wiedergutmachung, les premières indemnisations d'un certain nombre d'anciens déportés en France, dans les États occidentaux et en Israël. Alors, bien entendu, cette opération qui a abouti à la création de la Claims Conference a été ensuite suivie d'un nombre très important d'arrangements. Je ne sais pas si vous allez en parler, et on admet, je crois, actuellement que
En gros, la Claims Conference a dû donner pas loin de 80 ou 90 milliards de dollars aux survivants de la Shoah, au fur et à mesure que les années sont passées, c'est-à-dire une somme tout à fait considérable. Les adaptations ont eu lieu pour augmenter le nombre de bénéficiaires de ces indemnisations, puisque, pour ne vous donner qu'un exemple, il est évident que tous ceux qui étaient des survivants à l'intérieur des pays de l'Est n'ont rigoureusement rien obtenu tant qu'il n'y a pas eu la chute de l'Union soviétique, et notamment dans la partie démocrate, dans la RDA. Bien entendu, nous n'avons rien à voir avec ce qui s'est passé à l'époque nazie. Nous sommes au contraire ceux qui ont lutté contre les nazis, et ils ont refusé toute indemnisation. Petit à petit, à partir des années 1990, la situation a changé, et elle change de façon très régulière. Et je me souviens, lorsque nous allions aux réunions de la Claims Conference, aux années où j'étais au CRIF, il y avait des adaptations qui se faisaient pas aux mêmes conditions qu'en France, pas aux mêmes conditions que dans les pays occidentaux, aux États-Unis ou en Israël, avec des sommes allouées aux survivants de ces pays, l'Ukraine, la Lituanie, dans ces pays où la situation économique était vraiment très misérable, pas du tout au même niveau que dans nos pays, mais c'était déjà un début. Petit à petit, ça a augmenté, et petit à petit, au fur et à mesure que les années ont passé, on a commencé à reconnaître les souffrances qui ont été infligées également aux Juifs qui avaient vécu pendant la guerre en Afrique du Nord, d'abord en Tunisie, où il y avait eu une véritable occupation allemande, puis ensuite dans certaines situations au Maroc et même en Algérie. En France, Serge Klarsfeld vous a décrit de façon extrêmement précise les procédures d'indemnisation qui ont eu lieu, qui se sont développées progressivement, là encore, de façon lente et de façon de plus en plus étendue. Et vous le voyez très bien que la politique qu'il a enclenchée, qui visait à améliorer le niveau de vie des survivants de la Shoah, s'est accompagné du travail historique énorme qu'il a effectué, travail historique dont finalement le résultat a été que la France a dû reconnaître son implication personnelle dans cette déportation des Juifs de France et dans la situation auxquelles étaient soumises les enfants cachés, implication personnelle qui a permis elle-même de rendre logique les indemnisations de ces enfants, et ultérieurement, après la commission Matteoli, la création d'un certain nombre d'organisations d'indemnisation pour les biens spoliés et la création de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et en l'écoutant, j'ai été frappé de la logique de son comportement et de l'extraordinaire cohérence de son action tout au long de ces années. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Le reste a été ou sera dit, mais cette situation qui nous paraît aujourd'hui tout à fait naturelle ne l'a donc pas été pendant très très longtemps, et il est quand même stupéfiant de penser que dans les années qui ont suivi, l'après-guerre, ce qui s'était passé et l'extermination des Juifs, finalement, n'avait absolument pas imprimé sur la conscience. Ça, c'est quelque chose que je pense que nous devons malheureusement, garder beaucoup en mémoire. Je vous remercie.